podcast Binge Audio. Qu'est-ce que je ferais, moi, si un jour, j'apprenais que mon père, mon frère, un pote à moi ou un de mes neveux avait violé une femme? Depuis que le procès des viols de Mazan a démarré, j'arrête pas de me poser cette question. En tant que femme noire, j'ai vite intégré que j'étais une cible privilégiée. Que selon l'Organisation mondiale de la santé, j'avais une malchance sur 3 d'être harcelée, agressée ou violée par un homme au cours de ma vie. Mais on m'a pas appris à me mettre à la place de la proche du violeur. Je repense aux mères, aux compagnes, aux filles des 51 accusés qu'on a vus défiler à la barre au tribunal d'Avignon. Sans doute qu'elles non plus, elles n'avaient jamais envisagé l'hypothèse pourtant statistiquement probable que les hommes qu'elles aiment pourraient commettre des violences sexuelles. On nous apprend pas ça, parce que ça nous paralyse. À la place, on nous fait croire que les violeurs sont des monstres qu'on ne croise que la nuit, au détour d'une rue mal éclairée. Pourquoi c'est si difficile de regarder les violences sexistes et sexuelles en face? Après Mazan, une série documentaire de Naomi Titi, Dans les couilles sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon. Épisode 2, le miroir du déni. Dans l'épisode précédent, on a retracé le début du procès des 51 hommes accusés d'avoir violé Gisèle Pelicot sous soumission chimique. On a vu comment leur discours s'appuie sur notre histoire patriarcale et sur les mythes autour du viol. Pour ce deuxième épisode, on va se pencher sur une autre phase importante des débats où la Cour a cherché à comprendre pourquoi les accusés ont commis ces actes. Et pour répondre à cette question, elle s'appuie sur plusieurs éléments. Les comptes rendus des expertises psychiatriques et psychologiques, les interrogatoires de personnalité et les témoignages des proches. Les accusés avaient-ils des dispositions psychiques qui les ont poussés à la violence? Qu'est-ce que leur entourage raconte de leur relation avant la découverte des faits? Y avait-il des signaux avant-coureurs qu'on n'a pas su repérer? Ce stade crucial des audiences nous permet d'appréhender toutes les manières qu'on a de faire sens de ces violences collectivement. Comment on les reçoit? Comment on les interprète? Quelles explications on met derrière? Habituellement, quand une femme est agressée ou violée, la première chose qu'on en dit, c'est que c'est de sa faute à elle. C'est un des mythes les plus tenaces véhiculés par la culture du viol. Moi, elle a bien cherché, elle portait une jupe. Elle est venue chez moi, elle savait à quoi s'attendre. Et puis elle avait bu, et elle lui a fait les yeux doux et tout. Elle l'a allumé toute la soirée. Elle a pas dit non. C'est évident qu'elle a fait ça pour toucher de l'argent. Elle en fait trop, c'est suspect. On soupçonne les femmes de mentir ou même d'avoir tout inventé. Mais là, les examens toxicologiques et les vidéos prouvent que Gisèle Pelicot était sédatée et profondément endormie. Il est évident qu'elle ne pouvait consentir à rien du tout. On ne peut pas décemment faire peser la responsabilité sur elle, même si certains avocats de la défense ont essayé. On y reviendra. Alors si on ne peut pas actionner les idées reçues sur les victimes, toute l'attention se reporte sur les accusés. Et c'est là que les fantasmes sensationnalistes qui planent sur la figure du violeur brouillent les pistes. Mais Gisèle Pelicot... Juliette Campion, journaliste police-justice à franceinfo.fr. Quand on l'entend raconter sa vie commune avec son désormais ex-mari, on sent qu'il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Quand elle a été convoquée d'ailleurs pour la première fois par les enquêteurs, elle a dit que c'était un chic type, je crois que c'était la formulation, un homme formidable. Donc
On sent qu'elle avait toute confiance en lui. Il y a eu des hauts, des bas dans leur couple. Elle ne s'en cache pas. Elle dit qu'elle a eu une aventure extra-conjugale, mais lui a dit qu'il en avait eu également. Pour autant, c'est pas ce qui ressort le plus. Quand on l'interroge, même pendant le procès à la barre, elle dit voilà, c'est quelqu'un avec qui je me suis toujours sentie bien. C'était son premier amour. Elle n'a connu, hors à cette aventure extra-conjugale, que lui. Ils se sont mariés jeunes, ils se sont rencontrés jeunes. Et voilà, on sent qu'ils ont traversé les épreuves de la vie ensemble, qu'elle était très fière de la famille qu'ils avaient fondée. Et donc, évidemment, à aucun moment, elle ne s'est doutée de quoi que ce soit. Si Gisèle Pelicot est tombée d'aussi haut en découvrant les faits, ça n'est pas par manque de perspicacité. C'est parce qu'elle est baignée, comme nous toutes et tous, dans cette culture du viol qui nous détourne de la réalité de ce crime. Comment se douter que son partenaire de 50 ans de vie puisse nous assommer chimiquement, nous violer et nous faire violer par des inconnus quand on nous martèle le crâne depuis toujours avec des fausses représentations des violences sexuelles? Au moment d'ouvrir la porte, il m'a sauté dessus. No. Shut the fuck up, you hear me? Shut up, please. Rappelons que dans 9 cas sur 10, la victime connaît son agresseur. Pourtant, dans les films, les séries, les livres, les discours politiques, on nous raconte que le viol, le vrai, ce serait celui commis avec une grande violence par un inconnu, un détraqué, voire un étranger qui frapperait la nuit, dans un parking ou dans une rue mal éclairée. Le viol, le vrai, serait un vice inscrit dans l'ADN dès la naissance et il scinderait l'humanité en 2 groupes. Les monstres d'un côté et les hommes bons de l'autre. Alors quand Maître Zavaro, qui défend Dominique Pelicot, interroge une amie d'enfance de Patrice N. Est-ce que parce que quelqu'un a toujours été un bon père, un bon mari, il est incapable de viol? Voici ce qu'elle lui répond. Oui, parce qu'on a ça en soi ou pas. Mathilde Lévesque est professeure agrégée de lettres. Elle s'est rendue aux audiences pour analyser les discours qui s'y sont tenus et montrer comment le langage structure les rapports sociaux. Elle en a tiré un livre paru aux éditions Payot, Procès Mazan, une résistance à dire le viol. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé des témoins. Les témoins femmes, puisqu'il n'y a pas de mot féminin alors qu'il n'y avait que des femmes, qui, elles, sont des témoins de la défense. Donc, comme leur nom l'indique, sont là pour apporter un éclairage de proche sur le parcours des accusés. La plupart n'ont pas eu connaissance des faits. Alors, on a eu plusieurs femmes et ex-femmes, d'accusés ou conjointes et ex-conjointes, tout dépend, qui ont défié à la barre. Juliette Campion, journaliste. Pour la plupart, quand même, les dédouaner, voire franchement les défendre. Et ça a été assez marquant. Alors, il y a eu quelques exceptions. Il y en a qui ne se sont pas du tout inscrites là-dedans. Il y en a même qui, on sentait, avaient énormément de colère, mais c'était vraiment pas la majorité. Et beaucoup ont dit, moi, voilà, l'homme que je connais, il serait pas capable de faire ça. Et je suis persuadée qu'il a été manipulé par Dominique Pelicot. Il y a eu un malentendu. Moi, l'homme que je connais, il ne m'a jamais contrainte à quoi que ce soit. Ça, c'était vraiment une question que leur posait le président. Est-ce qu'il y a eu, on vous a forcé? Est-ce qu'il y a eu des violences? Non, moi, jamais rien. C'est pour ça, moi, j'arrive pas à y croire. Il y a des femmes, d'ailleurs, qui se sont mises en couple avec des accusés après les faits, en connaissance de cause. Et vraiment, toutes venaient en disant « Ah non, moi, je serais pas en couple avec un violeur. » C'est intéressant parce que moi, j'ai pas trop envie de parler des compagnes des accusés parce que je trouve que c'est un peu facile, en fait. Manon Garcia, philosophe féministe, autrice du livre « Vivre avec les hommes », réflexion sur le procès Pelicot. J'ai trouvé dans ce procès qu'il y avait vraiment ce truc de dire « Oh, regarde, sa femme, elle vient et elle le défend. » Et je trouve que c'est une autre version de cet argument qu'on entend tout le temps sur les violeurs, ils ont des mamans, les hommes, ils ont des mamans et tout ça, et que donc ce serait toujours de la faute des femmes, en fait. Alors évidemment, moi, j'aurais préféré que les femmes, elles les défendent pas, mais on peut le voir de 2 manières différentes. On peut le voir comme des femmes complices, et puis on peut aussi le voir comme des femmes qui vivent dans notre société où on nous dit tout le temps que les hommes ils peuvent pas se contrôler et que
c'est un peu de leur faute à elles parce qu'elles avaient qu'à baiser plus avec ces mecs-là pour qu'ils violent pas Gisèle Pelicot, parce qu'au fond, il y a quand même cette idée en permanence dans l'arrière-plan que c'est de leur faute à elles, que si elles avaient satisfait leur mari, etc., ils seraient pas allés violer Gisèle Pelicot. Donc elles sont aussi dans un truc de défense. J'ai beaucoup aimé, il y en avait une qui était vraiment marrante, qui est venue et qui a dit alors moi je viens témoigner pour mon mari et tout ça, mais alors je voudrais que ce soit très clair que je ne suis pas là pour le défendre. Je ne le défends pas, je viens témoigner de ma vie avec lui, mais alors vraiment je le défends pas. Ensuite elle l'a défendu pendant 1 heure, mais elle dit moi je raconte ma vie avec mon mari et il est super, et bon, que elles viennent le défendre, c'est aussi qu'elles se disent si je le défends, il va peut-être aller moins longtemps en prison et je pourrais élever nos enfants avec lui, quoi. Moi, j'ai l'impression que même moi, si ça m'arrivait, je pourrais aller à la barre défendre mon mari, et quitte à le quitter le jour où il sort de prison. Mais il y a un truc comme ça de on a des enfants avec ces gens-là, on a une famille, comment on continue la vie, quoi. Je pense que c'est une erreur de croire que les témoins les défendent, les justifient, les idéalisent. On a tout entendu. Les témoins survivent. Les témoins ont vécu avec des violeurs. Mathilde Lévesque, professeure de lettres. Ne s'en sont parfois pas aperçus, ou pire, l'ont su, mais sur d'autres faits. Enfin, il faut comprendre aussi que ces gens sont en survie psychique. Mazan, c'est un miroir grossissant de nous tous, et toutes. Le viol est partout, comme réalité ou comme menace. Chacun se débrouille pour vivre avec cette idée-là, qui est insupportable. Et qui fait qu'on va aller chercher, comme par contraste, la preuve qu'ils ne peuvent pas risquer de l'être. Ces femmes, et l'unique père d'un accusé qu'on a vu à la barre, sont le miroir de notre propre déni. Notre incapacité collective à appréhender les violences sexuelles. C'est d'autant plus difficile à croire quand on sait que la majorité des accusés sont aussi pères de famille. Dominique et Gisèle Pelicot ont 3 enfants et 7 petits-enfants. Les 2 fils Pelicot, ils avaient une vie de famille somme toute classique. Juliette Campion, journaliste. Je me rappelle que David, notamment, a dit qu'il aimait beaucoup regarder le foot avec son père. Il se charriait beaucoup. Dominique Pelicot, c'était un grand-père, tout ce qu'il y a de plus modèle presque. Il emmenait ses petits-fils au foot. Il passait du bon temps avec eux. Donc, il y a beaucoup de bons souvenirs. David aussi évoquait les souvenirs cinématographiques avec son père, les premières séances de cinéma. On sent aussi une certaine admiration chez lui. Florian, peut-être, était un petit peu moins proche de son père, le plus jeune des 3 enfants, mais quand même une certaine affection pour lui. Donc évidemment très très loin de se douter de ce qui pouvait se dessiner chez Dominique Pelicot par la suite. C'était des moments hyper bouleversants, parce que tu vois à quel point aussi quand ils en parlent, les enfants, ils sont travaillés par la culpabilité de ne pas avoir vu. Valérie Manteau, écrivaine, autrice du livre à paraître Entre chien et loup. Parce qu'évidemment, c'est ça que ça renvoie aussi, c'est de se dire, en fait, toi, tu as un souvenir de ton enfance idyllique, tu n'en as gardé que des bons souvenirs, tu as de l'attachement pour ton père, tu as un amour. Tu vois, dans son documentaire, Caroline Darian, même elle dit, dans l'intervalle entre l'arrestation de son père et le procès, elle dit « j'ai hyper peur de ne pas arriver à le détester ». Pour Caroline Darian, le choc est d'autant plus immense que des montages photos d'elle et sa mère, et d'autres clichés d'elle seule, dénudée et endormie, ont été retrouvés sur l'ordinateur de Dominique Pelicot. Elle incarne parfaitement tous les sentiments contradictoires qu'on éprouve quand on subit de la violence de la part d'une personne qu'on aime. Elle, Caroline Darian, elle est très, très, très en colère contre son père. Elle a une colère froide, mais extrêmement présente. Elle a le visage toujours assez marqué par les émotions. Elle a pleuré à plusieurs reprises. Elle a invectivé son père également à plusieurs reprises. Elle l'a traité de chien. Elle lui a dit qu'il mourrait seul. Dans son livre « Et j'ai cessé de t'appeler papa », paru 2 ans et demi avant le procès, Caroline Darian raconte combien la découverte des faits a bouleversé toute la famille.
Je te revois au volant de ta Renault 25 noire, surchargée lorsque nous partions en vacances. Tu faisais des blagues, mettais du Barry White et battais la mesure de ta tête, reprenant le refrain, aussi excité que nous, les enfants, entassés à l'arrière. Cette image heureuse vient de voler en éclats. Et désormais, tu es l'organisateur d'orgies, doublé d'un terrible menteur. Maman me raconte votre dernier petit déjeuner. Absolument normal. Faut-il en avoir des réserves de duplicité pour avoir joué la comédie de la tranquillité durant toutes ces années ? As-tu toujours été un détraqué ? Et nous n'aurions rien vu ? Peut-on passer à côté d'un père ? Comment comprendre que des bons époux, des bons pères de famille puissent violer une femme shootée aux anxiolytiques ? C'est toute la question de ce procès. Pour trouver des pistes, la Cour s'est tournée vers des experts en psychologie et en psychiatrie. Première observation, contrairement aux idées reçues, les violeurs ne sont pas fous. Donc les experts psychiatres et psychologues qui ont défilé à la barre ont été invités à donner leur analyse pour chaque accusé. Il s'avère qu'il n'y a aucune altération du discernement qui a été retenue, si ce n'est pour un accusé, mais sur lequel ça a été discuté. Il y avait une expertise et une contre-expertise. Donc il y avait un petit débat à savoir est-ce qu'il était schizophrène ou non. Mais vraiment, à cette exception, tous ont été déclarés responsables de leurs actes et parfaitement conscients, en pleine possession de leurs moyens. Alors c'est bien ce qui est difficile à repérer en fait et à entendre dans notre société, et ça a été beaucoup plus facile pendant des années de rendre l'auteur de violences sexuelles monstrueux. Dr Walter Albardier est psychiatre. Il est responsable du CRIAFS d'Île-de-France. Le CRIAFS, c'est le centre de ressources pour intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Il en reçoit lui-même en consultation à l'hôpital Sainte-Anne. C'est d'abord contre-productif et particulièrement faux. Alors contre-productif parce que tant qu'on imagine qu'un auteur de violence sexuelle, c'est quelqu'un qui est très particulier, qui a des traits de caractère très spécifiques, qui est finalement repérable parce qu'il ressemble à je ne sais pas quelle figure, à Fourniret ou à Émile Louis, et ben finalement on n'est pas très apte pour reconnaître que ça va se rapprocher de nous et que c'est peut-être quelqu'un de très proche de nous. Et d'ailleurs on sait que les violences sexuelles, elles sont d'abord commises par des gens qui sont de la proximité, hein, et psychiquement aussi, c'est-à-dire que non, il n'y a pas un caractère très particulier. Alors, on retrouve des déterminants psychologiques, etc., qui peuvent être un petit peu des points de repère pour certains types d'agressions, pour certains types de violences. C'est pas un obligatoire non plus. On a aussi beaucoup de gens qui n'ont absolument pas de pathologie mentale, qui n'ont absolument pas de caractéristiques spécifiques. Et oui, les auteurs d'agressions sexuelles, de violences sexuelles, ressemblent à tout à chacun. Alors, il a été dit par les deux experts psychiatres qui ont analysé Dominique Pellicot, Juliette Campion, journaliste, que donc cet accusé est clivé. C'est-à-dire qu'il y aurait une face A et une face B. La face A étant celle du bon père de famille, du bon mari, du bon grand-père, bien sous tout rapport, qui veut se faire bien voir, qui apparaît comme gentil et digne de confiance. La face B étant celle du pervers, avec tous les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui, donc des années et des années de violences sexuelles commises par lui-même sur sa femme et par tous ceux qu'il a fait venir à son domicile. Donc voilà, le clivage, c'est vraiment cette idée que il scinderait complètement son comportement en deux et qu'il aurait vraiment deux personnalités bien distinctes. Mais c'est ce qu'on dit à propos de beaucoup de criminels dans l'histoire. Il y a eu notamment Guy Georges, on a beaucoup dit ça sur lui, qui était présenté par ses petites amies comme un super petit copain et qui en fait était un horrible meurtrier. On a dit ça aussi à propos du violeur de la Sambre, qui a passé des années à être cet entraîneur de foot, bien sous tout rapport en apparence. En fait, c'était quand même un horrible criminel également. Donc voilà, le clivage, c'est un truc qui revient beaucoup pour qualifier les criminels dans l'histoire. C'est pas vraiment moi qui ai fait tout ça. Ah bon? Expliquez-moi ça. Le clivage serait un mécanisme de défense pour permettre à ces hommes de ne pas s'écrouler psychiquement.
de garder intacte une image respectable d'eux-mêmes malgré leurs actes hyper violents qu'ils commettraient presque malgré eux. C'est un peu comme s'il y avait deux Enzo, vous voyez. Le vrai Enzo, c'est un gars bien, je vous assure. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pas très convaincue par cette théorie. Je ne dis pas que le clivage n'existe pas, mais quand on compare Dominique Pellicot à Dr Jekyll et Mr Hyde, on maintient l'illusion que ces violences seraient des anomalies dues à des failles individuelles. Et l'autre, il est... J'ai déjà essayé de le faire taire, mais... il revient toujours. Cette façon de psychologiser les criminels, c'est-à-dire de chercher à expliquer leurs actes seulement à travers la psychologie, ça nous empêche de replacer ces violences dans une structure plus vaste de rapports de pouvoir. Je ne vous crois pas. Il n'y a jamais eu deux Enzo, il n'y en a qu'un. Il est assis là, devant moi. Le bon père de famille et le violeur, en série. Les deux en un, mais ça vous arrange que nous pensons qu'il y en ait deux. Pour le journaliste Talma Desta, il n'y a pas de face A et de face B. Il y a un homme qui utilise l'amour et l'affection comme stratégie de coercition, comme une arme de contrôle et de soumission. Dans son article « Ce que le procès des violeurs de Mazan me fait et à quoi il me fait réfléchir », il rappelle que c'est une stratégie classique chez les pères violents. Cette image du bon père de famille revient comme si ça exonérait de tout le reste, alors qu'on sait que historiquement, le bon père de famille, c'est celui qui viole la domestique, c'est celui qui a des maîtresses, c'est celui qui viole ses enfants. Manon Garcia, philosophe féministe. Donc c'est une invisibilisation de toute une série de violences sexuelles et de formes de domination. Et là, dans le procès, c'est très frappant. On dit ses enfants l'aiment beaucoup, donc il peut pas avoir violé Madame Pellicot. Voilà, il a été un bon époux, donc il peut pas avoir violé Madame Pellicot. Et inversement, dans toutes les analyses sur le caractère de Dominique Pellicot, puisque fondamentalement, quand même, c'est la grande question de ce procès, c'est comment quelqu'un peut être Dominique Pellicot et que personne s'en rende compte, on voit tous ces éléments qui invisibilisent en fait les problèmes. C'est-à-dire qu'on voit que Dominique Pellicot, il était hyper violent, mais que tout le monde trouvait que c'est normal, il avait un fort caractère. Il y a quand même ce moment dont je parle dans le livre où on découvre qu'il a failli tabasser son petit-fils parce que son petit-fils s'était servi dans le frigo sans demander. Et que sa belle-fille raconte ça, genre mon beau-père, il est un peu fort en caractère, alors que c'est complètement délirant de se mettre dans un état de fureur où des parents doivent s'interposer physiquement parce que leur fils a pris un yaourt dans le frigo. C'est complètement délirant. Mais ça montre qu'on considère que c'est le comportement normal d'un bon père de famille, justement. À ça, on peut ajouter tous les souvenirs que Caroline Darian raconte dans « Et j'ai cessé de t'appeler papa ». La fois où, lorsqu'elle était enfant, elle a été témoin d'une scène de violence conjugale de son père sur sa mère, la perte d'autonomie progressive de Gisèle Pellicot qui n'avait presque plus d'activité sociale et qui avait arrêté de conduire à cause des craintes pour sa santé, avant de comprendre que toutes ces années, ses absences étaient dues à la soumission chimique. Ces red flags, ces signaux d'alerte qui donnent des indices sur la violence des bons pères de famille, en fait, quand on regarde de près, on en voit partout. Chez Dominique Pellicot, chez les autres accusés du procès, et chez beaucoup, beaucoup d'autres pères. Pour en savoir plus sur tous les paradoxes de cette figure d'autorité, je vous recommande l'essai « En bon père de famille », écrit par Rose Lamy. Il y a une autre hypothèse que je trouve bien plus convaincante que celle du clivage pour expliquer la trajectoire criminelle de Dominique Pellicot. On comprend dans ce procès qu'il y a des rapports incestueux qui tissent la famille Pellicot depuis longtemps, puisque dès le début, et ça c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas beaucoup lu, mais la mère de Dominique Pellicot, elle a eu d'abord 2 enfants avec le frère
du père de Dominique Pellicot avant d'avoir 2 enfants avec le père de Dominique Pellicot. Donc elle a 4 enfants de 2 pères différents qui sont frères. Ensuite, on apprend que les parents de Dominique Pellicot ont adopté une toute petite fille de l'assistance publique avec laquelle le père a fini par se mettre en ménage une fois que la mère est morte, sachant qu'elle souffrait de handicap mental, etc. Le père de Dominique Pellicot aurait violé cette petite fille, au vu et au su plus ou moins de toute la fratrie. Juliette Campion, journaliste. Donc ça fait l'objet d'une polémique entre Dominique Pellicot et son frère Joël. Lui assure qu'il ne l'a su que très très tardivement. Dominique Pellicot pense qu'au contraire, il a couvert le père. Enfin, on sent qu'il y a eu tout un climat très très incestueux et très toxique au sein de la fratrie, au sein de la famille, à travers les actes du père. Et puis, pendant l'enquête, le plus jeune fils, donc Florian Pellicot, dit avoir parfois, avoir à plusieurs reprises vu son père nu. L'une de ses belles-filles dit l'avoir surpris en train de se masturber, avoir vu Dominique Pellicot en train de se masturber. Donc, on sent qu'il n'a pas vraiment cherché à se cacher. Par ailleurs, les petits-enfants disent que leur grand-père leur aurait proposé de jouer au docteur avec eux. Donc, à ce stade de l'enquête, rien n'a prouvé que Dominique Pellicot aurait pu avoir des gestes incestueux sur ses petits-enfants. Mais on sent qu'il y a eu des propositions déplacées à plusieurs reprises. Et ensuite, il y a évidemment le fait que donc, Dominique Pellicot, d'une part, a pris des photos de ses belles-filles à leur insu. Il a fait la même chose avec sa fille, mais surtout, avec sa fille, il a pris 2 photos qui sont dans les dossiers du procès, qui sont différentes, qui ne sont pas des photos prises sur le vif quand elle est dans la salle de bain, etc., mais des photos d'elle endormie, et qui portent vraisemblablement de la lingerie qui n'est pas à elle. Et ça convainc sa fille qu'elle a sans doute été droguée et possiblement violée par son père. Il n'est pas question dans le procès de savoir si Dominique Pellicot a violé ou non sa fille. Donc il n'y a pas de procès pour inceste au sens propre. Mais et les avocats de Caroline Darian et de Gisèle Pellicot et même les membres de la famille ne cessent de demander à Dominique Pellicot pendant le procès si oui ou non il a violé sa fille et ce qu'il lui a fait exactement. Dominique Pellicot a tout nié au procès. Mais son petit-fils Nathan et sa fille Caroline Darian ont déposé plainte contre lui. L'un pour agression sexuelle, l'autre pour viol sous soumission chimique. Les enquêtes sont en cours. Avant d'en savoir plus, et pour mieux comprendre les mécanismes de l'inceste dans la famille Pellicot, les analyses de l'anthropologue Dorothée Ducy sont indispensables. Dans son livre « Le berceau des dominations », elle explique que les hommes qui incestent sont rarement des pédophiles au sens strict. Ils n'ont pas d'attirance spécifique pour les enfants. Mais ils savent que ce sont des proies faciles. Ils s'autorisent à satisfaire leur plaisir là où il est le plus simple et le plus rapide à assouvir. Les viols incestueux sont, je cite, « Des viols d'aubaine commis par des types bien qui ne sont pas des sales types, mais des hommes qui trouvent légitime que les femmes et les enfants soient à leur disposition sexuelle. » En France, 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année. Dans 96% des cas, leurs agresseurs sont des hommes. Pour Dorothée Ducy, ces violences commises sur des enfants structurent l'ordre social. Ça veut dire que les viols qu'a subis Gisèle Pellicot s'inscrivent dans ce qu'elle appelle un système inceste, installé depuis des générations. L'inceste, en tant qu'exercice érotisé de la domination, est un élément clé de la reconduction des rapports de domination et d'exploitation. L'inceste surgit toujours dans des familles où il est déjà là. Les incesteurs établissent une grammaire du silence qui écrabouille non seulement les enfants incestés, mais aussi les autres membres de la famille. Une grammaire qui rend tabou non pas l'inceste en lui-même, mais le fait d'en parler. Celle qui a entendu Dominique Pellicot parler de jouer au docteur avec son petit-fils, c'est la belle-fille qui a été elle-même victime d'inceste. Valérie Manteau, écrivaine.
Et à la fois, elle raconte qu'elle a eu tout de suite... Elle dit, voilà, on a les anciennes victimes d'inceste, on a un 6e sens. Elle a entendu ça, ça lui a monté un niveau d'alarme maximum, et en même temps, ça a aussi réactivé le silence. Ça a aussi réactivé la honte, et elle a eu peur d'être exclue de cette famille si elle se mettait à accuser son beau-père. Elle a eu peur qu'on la croie pas. Elle était elle-même en procès pour faire condamner son grand-père, et elle s'est dit, on va penser que moi je suis tellement obsédée par ça que je vois de l'inceste partout, alors que cette famille est évidemment bien meilleure que la mienne, bien plus saine que la mienne, et donc on ne me croira pas. Et donc elle n'a pas osé. En plus, tu vois, c'est ça qui est tragique dans cette culpabilité qu'elle se coltine, c'est qu'elle se dit, si j'avais donné l'alarme, peut-être il aurait été arrêté bien avant, mais en fait, selon toute probabilité, il se serait absolument rien passé. La plupart du temps, quand les enfants parviennent à révéler les viols et agressions commises par leur père, leur frère, leur oncle, leur grand-père, leur parole n'est pas entendue. Dans son livre, Caroline Darian raconte qu'en premier lieu, Gisèle Pelicot était incapable d'y croire. Arrête de te faire du mal. Ton père n'a pas pu faire une chose pareille, je ne peux m'y résoudre. Ça achèverait de me détruire. C'est là qu'on comprend à quel point la violence fait système. Je sais que c'est très difficile à entendre, mais même lorsqu'elles sont elles-mêmes victimes du patriarche, les mères ne prennent pas toujours parti pour leurs enfants. Depuis, Gisèle Pelicot a cheminé. Je n'écarte rien de ce que peut dire ma fille. Quand on voit les photos de Caroline endormie, on peut s'interroger. Mais son premier réflexe a été de perpétuer cette grammaire du silence. Peut-être parce que c'est insupportable de se rendre compte qu'on n'a pas su protéger son enfant. Tu oublies qu'il n'a pas toujours été ce diable que tu décris. Il a beaucoup fait pour toi, mais aussi pour tes frères. Dans un post Instagram publié en septembre 2024 et liké par près de 80 000 personnes, l'autrice Cécile C. était l'une des premières à faire part de son malaise face à l'héroïsation de Gisèle Pelicot dans ce procès. Pour elle, en faire une icône nous empêche de voir les dynamiques oppressives de ce qu'on appelle l'adultisme, la domination des adultes sur les enfants. Cécile C. a elle-même survécu à l'inceste. Et elle a constaté que malgré toute la force et le courage qu'elle déploie pour rester en vie, les mères victimes peuvent aussi parfois être partie prenante du climat incestueux. Ces deux réalités coexistent. Je crois que pour mieux comprendre la façon dont les violences intrafamiliales se reproduisent, nous devons regarder toute leur réalité en face. Pas en blâmant les victimes de ne pas avoir pu s'extraire d'un système violent, mais en pointant toutes les strates de ce système pour nous responsabiliser collectivement, pour réparer toutes les victimes, y compris les enfants. Mais comment on fait quand les enfants victimes reproduisent ces violences une fois adultes ? En entendant les témoignages, donc les enquêtes de personnalité et puis les interrogatoires de personnalité des accusés. Juliette Campion, journaliste. C'est vrai qu'on a à plusieurs reprises entendu des enfances très très abîmées, très cabossées, avec des violences physiques, des humiliations dans l'enfance pour plusieurs d'entre eux, et puis des violences sexuelles pour beaucoup d'accusés, avec des viols de la part d'inconnus, de la part de proches de famille, de la part de membres de la famille. Et ça, c'est quand même un quart d'entre eux qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance ou leur adolescence. Et on a senti qu'il y avait eu parfois une vraie difficulté de leur part à mettre des mots là-dessus et que pour la première fois au cours du procès, ils s'exprimaient à ce sujet-là, notamment sur les violences sexuelles. On sent que ça a été un grand tabou qui a jalonné leur vie. Là, ils ont commencé à se livrer, à mettre des mots sur ce qu'ils avaient vécu. Mais même pour certains, on a senti que ça affleurait leur témoignage, mais que jamais c'était clairement exprimé. Ils sont une infime minorité à avoir vu un psychologue dans leur vie. Donc on sent que vraiment, il n'y a jamais eu de mots posés clairement là-dessus et qu'ils ont grandi avec ça sans en parler. C'est des choses qui sont assez étonnantes, mais on se rend compte que chez les auteurs de violences sexuelles, on a une partie relativement importante. Walter Albardier, psychiatre.
enfin une proportion plus importante que dans la société en général de gens qui ont été victimes de violences sexuelles. Alors il faut se rappeler quand même que dans la société en général, on parle aujourd'hui d'environ 10% des personnes qui auraient vécu des violences sexuelles dans l'enfance. Chez les auteurs de violences sexuelles, on pense aujourd'hui qu'on est autour de 30-35% selon les cohortes, donc plus que dans la population générale, mais enfin pas non plus, c'est pas l'explication ultime. Beaucoup aussi ont vécu des violences d'autres types, des aberrations éducationnelles, des carences affectives, etc. Alors on sait ça, que ce sont des facteurs effectivement de risque de passage à l'acte, de violences sexuelles, chez les hommes en particulier. Chez les femmes, c'est aussi un facteur de risque de victimisation. De se retrouver en position de victime, en particulier de violences conjugales, aussi de violences sexuelles. Ce sont des facteurs de risque parce qu'en fait, ça amène à des questions parfois traumatiques. Quand on est confronté à un trauma, il y a plusieurs options, on va dire un truc comme ça. Il y a souvent de retourner au trauma, parfois en retournant à la victimisation, mais aussi parfois en retournant sur la situation qui est un petit peu comme ça déréalisante et à laquelle on va essayer de reprendre un peu la maîtrise en position d'auteur. Alors, l'autre question, c'est que souvent, quand des auteurs ont été agressés sexuellement, la préoccupation autour de la sexualité, elle est importante, avec quelque chose qui fait un peu énigme, avec quelque chose qui flotte, là, qui ne se résout pas, et où la question, c'est de reprendre un peu la maîtrise de quelque chose qui reste un petit peu flou pour des personnes. Et on sait que ces incursions de la sexualité dans la vie d'un enfant très jeune, etc., qui n'est pas prêt à ça, qui n'est pas dans le désir, etc., ça amène à ce qu'on appelle un peu la dissociation psychique, c'est-à-dire des moments dans lesquels on fonctionne un peu en automatique, on n'est plus en lien complet avec soi, et c'est la même question pour les différents types de violences qu'on peut vivre enfant. L'enfant va peu à peu s'éloigner un petit peu de sa personne même. C'est des gens qui deviennent souvent ce qu'on appelle alexithymiques, en difficulté de mettre des mots et d'expliquer, et même de pouvoir distinguer leurs ressentis et leurs émotions, tellement ils se mettent à distance d'eux-mêmes pour fonctionner un petit peu en automatique. Dans le livre « Ces hommes parmi nous, soigner les auteurs de violences sexuelles », les médecins Gabrielle Arena, Caroline Legendre et Gaëlle Saint-Jalme précisent que repérer les violences subies dans l'enfance par des agresseurs, ça n'est pas les excuser ni leur accorder des circonstances atténuantes. Mais selon elle, ça permet de mieux comprendre pourquoi ils reproduisent ces actes une fois adultes. Le cycle de la violence s'active encore plus facilement quand ce qu'ils ont subi n'a pas été révélé, verbalisé ou reconnu par la famille, la société ou par la justice. Certains avocats des accusés ont pris cette ligne de défense. Mais est-ce que ça suffit vraiment à tout expliquer ? Cette question du cycle de la violence, elle est intéressante parce que la première... Manon Garcia, philosophe féministe. Chose, c'est de voir que les femmes sont très majoritairement victimes de violences sexuelles par rapport aux hommes et pour autant ne deviennent pas majoritairement des agresseuses sexuelles. C'est un peu facile de dire avoir été agressé, ça rend agresseur, sachant que les femmes, on retrouve pas du tout cette corrélation-là chez les femmes. Il est clair que chez les hommes, il y a une surreprésentation d'anciennes victimes dans les agresseurs. Mais est-ce que c'est ça la cause ? Ou est-ce que, au fond, la cause a à voir avec la masculinité, la façon dont la masculinité fait écran à l'introspection, à la réflexion sur des traumas précédents, etc. Bon, voilà, on ne sait pas très bien. Et quand on fonctionne en automatique, on se met assez facilement finalement sur les rails facilitatrices de la société. En gros, quand je ne sais pas qui je suis, je me mets à la place où je pense que la société veut me mettre. Et donc je me mets à la place où je pense qu'un homme doit être dans nos sociétés, fort, puissant, viril, etc., etc. Le fonctionnement psychique et les structures de genre se répondent. Quand Walter Albardier évoque l'alexithymie, j'ai l'impression qu'il décrit juste la gestion masculine classique des émotions. Combien d'hommes sont incapables de nommer ce qu'ils ressentent ? Combien s'interdisent de pleurer parce qu'un homme, un vrai, ça doit rester fort ? À l'inverse, les femmes sont sans cesse maintenues dans des positions qui les rendent vulnérables. Je ne compte plus tous ces récits de meufs engluées dans des boucles d'emprise avec des mecs violents. Alors quand on a été violé, battu, humilié ou abandonné dans l'enfance, la construction sociale et binaire du genre
influencent la façon dont on répond au trauma. En lisant Ces hommes parmi nous, j'ai appris que les filles expriment leur mal-être plutôt par des atteintes à leur intégrité corporelle, avec des mutilations ou en développant des troubles du comportement alimentaire, par exemple. Les garçons, eux, ont davantage tendance à manifester leur souffrance psychique avec des comportements à risque, consommation d'alcool, de drogue, ou alors avec des conduites violentes. On peut aussi faire l'hypothèse que si les filles qui subissent le pire le reproduisent moins facilement que les garçons, c'est parce que eux sont davantage exposés à ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur en psychologie. Toutes les victimes normalisent ces comportements et comprennent qu'elles sont le fait des hommes. Mais par contre, tandis que les unes incorporent l'idée qu'elles sont vouées à les subir, les autres, eux, s'inscrivent dans une forme de transmission de la violence, en passant de victime à agresseur, parce qu'après tout, c'est comme ça que les hommes font. Dans son livre, Dorothée Ducy explique « Il ne s'agit pas de dire que le neveu, ainsi formé aux normes en vigueur dans sa famille, inceste ses neveux pour faire comme son oncle. Il s'agit plutôt de montrer que s'il a eu envie de prendre ses neveux pour objet sexuel, rien de ce que la vie familiale lui avait enseigné jusque-là ne l'en a dissuadé. » Je sais combien ça peut être dur à entendre si vous avez traversé le pire pendant vos jeunes années. Les victimes de violences dans l'enfance sont souvent hantées par la crainte d'avoir été contaminées par ça. Ça ne veut pas dire qu'une enfance atroce nous détermine à nous faire du mal à nous-mêmes ou à faire du mal aux autres. Mais ça veut dire que si personne ne nous aide, on a plus de risques de rejouer la partition patriarcale et binaire des rôles de genre. Les femmes souffrent, les hommes agressent. J'ai quand même du mal à avaler ça sans nuance. Quand Dominique Pellicot évoque son père autoritaire et violent, le viol qu'il aurait subi de la part d'un infirmier à l'âge de 9 ans, le viol collectif auquel il aurait été forcé de participer à l'adolescence, il reprend à son compte cette idée du cycle de la violence. Il va même jusqu'à paraphraser la philosophe Simone de Beauvoir. On ne naît pas pervers, on le devient. Je pense que la question des violences subies par les accusés dans leur enfance doit nous interpeller. Mais j'avoue que, quand j'entends un criminel aussi dangereux reprendre à sa sauce des analyses féministes pour se justifier, ça me glace le sang. Et surtout, j'ai du mal à trancher entre d'un côté ce qui relève de l'analyse lucide des effets de la domination adulte et de l'autre ce qui verse plutôt dans la himpathie. C'est comme ça que la philosophe australienne Kate Manne désigne cette tendance répandue à éprouver de la sympathie pour les hommes violents, à les plaindre au point de les voir comme des victimes de leurs propres crimes. Gérard Depardieu, il a commencé à vriller après la mort de son fils. Mais par contre, il est incapable de faire du mal à une femme. Et il vit dans le manque de mari en permanence. Je me suis dit, tout le monde est après lui, toutes les actrices sont signées. Parce que moi, j'en peux plus. Ils sont en train de tuer un homme. Et j'étais très inquiète pour lui, parce qu'à 76 ans, de se retrouver dans une petite cellule, je me disais, est-ce qu'il va tenir ? Il y a une haine du talent, une haine du génie. Qu'est-ce qui se serait passé si les accusés du procès Mazan n'avaient pas été violentés enfants, ou s'ils avaient été pris en charge ? Est-ce qu'ils auraient épargné Gisèle Pellicot ? Les psychologues et psychiatres s'accordent à dire que traiter les traumatismes de l'enfance peut prévenir la reproduction des violences. Mais les hommes sont initiés à la brutalité sexuelle par d'autres moyens, notamment la pornographie, qui est très présente dans les trajectoires sexuelles des accusés. 5 d'entre eux étaient d'ailleurs poursuivis pour détention d'images pédopornographiques, en plus des actes commis sur Gisèle Pellicot. L'attrait assumé de Dominique Pellicot pour le mode viol évoque très directement les scénarios du porno. Dans son livre « La nuit des hommes », paru au tout début du procès Mazan, le journaliste Félix Lemaître s'interroge sur le rôle que joue le porno dans les viols par soumission chimique.
Il m'en parlait il y a quelques mois dans un épisode des Couilles sur la table. Et en fait, la pornographie, elle entretient énormément ce fantasme du corps inanimé dont on parlait. Le mot viol est interdit sur ce genre de plateforme. Et donc, si on met asleep ou sleep, donc le sommeil, endormi, on peut trouver ce genre de choses. Souvent des scénarios où on a une femme endormie et un homme qui va avoir une relation sexuelle avec elle et elle va se réveiller petit à petit. Et en plus, ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'on va faire jouer à l'actrice le fait qu'elle aime ce qui est en train de se passer et qu'elle va jouir. Et donc, en fait, ça entretient totalement l'idée que ce corps, une femme endormie, eh bien, il est apte à être l'objet d'une relation sexuelle et qu'en plus, ça va plaire à la victime. Donc, c'est complètement une culture du viol à assumer. J'ai appris, en lisant son livre, qu'il existe des sites dédiés au rape porn, le porno du viol. Quand on sait que la moitié des garçons de 12 ans se rend en moyenne 1 fois par mois sur des sites porno, ça fait super peur. Mais là encore, j'aimerais apporter de la nuance. Le lien entre consommation de porno et passage à l'acte hors ligne n'a pas été établi avec certitude par les chercheurs. Et surtout, il serait trop réducteur, voire naïf, de penser que la pornographie serait l'unique responsable des violences sexuelles. Déjà parce qu'elles existaient bien avant que cette industrie n'apparaisse, mais aussi parce que ces violences reposent sur un ordre du monde qui ne structure pas seulement le porno, mais toutes les sphères de nos vies. Dominique Pellicot, quand on lui demande à la fin du procès est-ce que vous avez une explication à nous donner sur ce que vous avez fait ? Il dit j'ai beaucoup réfléchi et il me semble que ce qui me fait agir, c'est soumettre une femme insoumise. Et il ne cesse de dire dans le procès qu'il a beaucoup d'admiration pour Gisèle parce qu'à la différence de sa mère à lui, elle n'est pas du tout soumise, qu'elle est très indépendante, etc. Et effectivement, on voit dans le procès que à intervalles réguliers, quand il poste des choses sur elle, sur le site, etc., ou dans les échanges par email, ou quand il la viole et fait violer et qu'il met des petits écriteaux « je suis une salope soumise », ce genre de choses. Une question pour lui qui revient tout le temps, c'est de la rendre soumise. Et c'est comme si il la punissait de son absence de soumission. Dans le rapport d'instruction, on lit que sur les dernières années de leur relation, Gisèle Pellicot osait davantage s'opposer à certaines pratiques que lui proposait son mari, jusqu'à ne plus vouloir de rapport sexuel avec lui. Son attitude ne lui convenait plus. Il me traitait comme un objet. Les conclusions de l'enquête amènent à penser que c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à la droguer et à la violer. Pour Manon Garcia, il lui a fait payer le prix de sa liberté. Ce n'est pas un esprit malade qui veut et exige la soumission des femmes. C'est la façon dont la masculinité hégémonique fonctionne. Être un homme, un vrai, c'est avoir une salope soumise. Les 51 accusés du procès des viols de Mazan n'ont pas tous subi des violences dans l'enfance. Par contre, tous ont grandi avec l'idée que le sexe leur est dû, que leur plaisir est souverain. Et il y a peu de choses pour les contredire puisque la culture du viol continue d'imprégner nos esprits. Et puisque l'illégalité de ce crime reste plus théorique que pratique. Je rappelle que 99% des viols ne sont pas condamnés par la justice. Les hommes violent parce qu'ils s'y sentent autorisés et parce qu'ils le peuvent. Avec l'arme de la soumission chimique, il ne leur reste plus qu'à se servir, s'approprier sans résistance ces corps inanimés. La soumission chimique n'est pas rare. Elle est un moyen rationnel pour certains hommes d'obtenir ce à quoi ils pensent avoir droit et que les femmes leur refusent. Manon Garcia, Vivre avec les hommes. Réflexion sur le procès Pellicot. Il est primordial de dire et redire, d'écrire et réexpliquer tous ces mécanismes de domination pour disloquer la grammaire du silence. Pour ne pas laisser toutes les victimes écrabouillées par le poids de notre déni et regarder les violences en face.
Mais après avoir éclairé les zones d'ombre des rapports de pouvoir, il faut agir. Et pour ça, les volontés individuelles ne suffisent pas. Dans le prochain épisode d'Après Mazan, on va se pencher du côté des institutions. Comprendre comment la police et la justice prennent en charge les violences sexuelles et pourquoi elles ne sont pas à la hauteur. À ce niveau, on pourrait trouver que le procès Mazan a été exemplaire. Mais là aussi, on a retrouvé les traces des stéréotypes machistes qui sous-tendent la culture du viol, notamment dans les stratégies de défense des avocats des accusés. À suivre dans Les couilles sur la table.